bienvenue pour ce webinaire du CNCH, premier webinaire du mois de juillet. Merci d'être là pour ce webinaire vraiment en top sur l'actualité avec les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie qui viennent juste à peine d'être présentées cette semaine. Et donc, je suis très content de vous accueillir pour ce webinaire. Les webinaires continuent pendant le mois de juillet. Il y en aura notamment un le 22 juillet sur la prévention des infections de prothèses. Il y en aura peut-être un entre-temps, mais on vous redira, je vous redirai ça à la fin du webinaire. Et donc, j'ai un énorme plaisir aujourd'hui de co-modérer avec Jean-Michel Tartière du CH de Toulon et qui va présenter notre orateur qui a accepté de présenter aujourd'hui ses recommandations. Jean-Michel. C'est un grand plaisir que je vais te présenter donc, le professeur Thibaut Damy d'Henri Mondor et qui quand même est effectivement au top de la pointe de l'information parce qu'il a l'honneur et l'avantage de présenter quelque chose qui n'est pas encore publié, les recommandations européennes 2021 de l'assurance cardiaque. Donc, l'inspecteur Damy a enquêté de près pour nous présenter en détail, autant qu'il l'a pu, ces nouvelles recommandations. Merci beaucoup, Walline, et merci, Jean-Michel, pour votre invitation. C'est un réel plaisir d'être là. Et effectivement, là, c'est la première fois que je présente quelque chose où il n'y a pas de publication encore. Donc, il a fallu effectivement faire l'inspecteur Kit Gadget pour récupérer les diapos. Je remercie Flavie qui se reconnaîtra et qui m'a aidé à récupérer ces diapos. Alors que j'ai un petit peu modifié, je n'ai pas pu résister. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer ces diapos. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Voilà, et je remercie le CNCH aussi pour son invitation parce que je crois qu'on est tous ensemble dans cette lutte contre l'insuffisance cardiaque et dans l'amélioration de la prise en charge de nos patients. Alors, ces nouvelles recommandations, donc, les anciennes, vous les connaissez, hein, c'était 2016. Et ces recommandations, elles ont été faites avec une task force de l'ESC et de l'HFA. Alors, je n'ai pas toute la liste des co-auteurs, je vous avoue, parce qu'on verra dans la publication. Et c'était Marco Metra et Teresa McDonald qui ont présenté différents topos sur ces recos. Et ils ont fait pas mal de choses, mais le Covid a aussi sûrement ralenti la progression des recos. Alors, je vous rappelle, en fait, pour ces recommandations, on distingue, comme pour les précédentes, le niveau de recommandation et le niveau d'évidence. Donc, le niveau de recommandation va distinguer en classe 1 vert. Je vous précise, hein, parce que, comme Jean-Michel l'a vu, c'est que des diapos, des tableaux avec ces classes et ces niveaux de preuve, niveau d'évidence. Donc, il y a la classe 1 où tous les participants aux guidelines sont en accord. Et ensuite, la classe 2 où il y a quand même un niveau de preuve qui est un petit peu différent. Et on va distinguer le classe 2A où on dit que ça devrait être fait, ou le classe 2B où ça peut être fait, et la classe 3 où là, il y a un agrément pour dire que ce n'est pas recommandé. Et puis après, il y a le niveau de preuve qui peut être basé en A sur plusieurs essais randomisés ou des méta-analyses, le niveau B où il y a une seule étude, voilà, et le niveau C où il n'y a aucune étude, où c'est des consensus papers en fait, mais pas d'études randomisées. Alors, tout de suite, je vais vous parler de l'insuffisance cardiaque aiguë, de ce qui a été présenté. Il n'y a pas de grande nouveauté, hein, pour être honnête, dans l'insuffisance cardiaque aiguë. Il y a l'acronyme CHAMPID. Je n'ai pas trouvé grand-chose, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler rapidement. C'est surtout, je parle d'insuffisance cardiaque. Il y a des tableaux qui vont vous être présentés, que vous lirez dans les guidelines sur gérer l'insuffisance cardiaque décompensée, l'œdème pulmonaire, la décompensation cardiaque droite, le choc cardiogénique. Donc, il faudra voir en détail qu'est-ce qui est nouveau dans ces guidelines. La grande particularité de ces guidelines, on va le revoir après, c'est quand on a dépassé cette phase de décompensation, c'est de recommander en fait tous les traitements à mettre en classe 1 et en niveau d'évidence C. Vous voyez, c'est un consensus, hein, de mettre tous les médicaments avant la sortie. Et ça, c'est une nouveauté parce que en classe 1, c'est un peu élevé, hein, comme niveau, parce que finalement, quand on regarde les essais, ils ne sont pas tous faits à la discharge chez des patients donc en aigu. Mais c'est vraiment l'évidence de finalement ce qu'on fait. Et c'est ce que vous allez voir dans ces guidelines. J'ai quand même l'impression qu'ils tiennent compte un peu de l'organisation. Ils ont poussé des choses parce que du point de vue organisationnel dans le parcours de soins, c'est la phase critique où il faut mettre des choses et c'est ce qu'on fait, je pense, dans nos centres.
Alors, je vous rappelle ces anciennes guidelines de 2016 où les patients en FREF avec une définition qui était FEVG inférieure à 40%, on pouvait mettre IEC bêta-bloquant inférieur ou égal à 35. On avait le choix entre IEC, mettre les sacubitril valsartan pour les CRT pour les QRS supérieurs à 130 et pour les patients en rythme sinusal, pardon, avec une fréquence cardiaque à plus de 70, l'ivabradine. Et c'est là, en fait, où il n'y a pas tellement de changement, en fait, pour ces médicaments, sauf l'entrée. Donc, pour les IEC, les bêta-bloquants, les ARA2, les MRA, les diurétiques, la digoxine, tout ça, ça n'a évidemment pas changé. Et vous savez où sont ces nouveautés. Et les nouveautés, elles sont là. C'est la possibilité de mettre, en fait, finalement, le sacubitril valsartan en première position avec les IEC et les ARA2 dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Vous voyez que bêta-bloquants et MRA sont là. Et la deuxième entrée, c'est les ISGLT2 qui arrivent aussi en première position. Et donc maintenant, on va pouvoir traiter d'emblée les patients sous Entresto et finalement sous ISGLT2 dès la prise en charge en décompensation cardiaque et à la sortie. Alors, on verra les niveaux de preuve, etc. Mais ça va évidemment aller plus vite dans l'optimisation et dans la prise en charge des patients, ce qui est sûrement un plus pour les patients insuffisants cardiaques. Puis après, vous voyez, le reste ne change pas tant que ça par rapport aux guidelines classiques. Donc, vous voyez, on reprend encore la même chose sur le… Je vais avancer parce qu'il y a pas mal de slides. Donc, pour les FREF, maintenant, j'essaie de décomposer dans ce cas nouveau dans les FREF, FF et mid-range aussi qui font leur apparition. Les drogues donc recommandées, toutes en classe de niveau 1A quasiment, donc sont les IEC, les bêta-bloquants, la MRA. Et vous voyez la DAPA, puisqu'il y a plusieurs molécules qui arrivent, et donc comme il y a plus de 2 essais randomisés avec la dapagliflozine et non pas gliflozine, vous avez la Solis aussi qui arrive, etc., ils nous ont classés en 1A. Et donc, vous voyez, l'ISGLT2 rentre en force. Et sacubitril valsartan est recommandé en remplacement d'un IEC chez un patient qui est en FREF et ils ont mis 1B, alors qu'ils disent qu'on peut le mettre dès le départ dans l'initiation. Ce qui est aussi, enfin ça c'est encore, donc c'est ce qui est nouveau, pardon. Et donc chez les patients des nouveaux, on peut considérer donc, la mise en place donc, en 2B, B, vous voyez 2BB, l'Entresto, enfin le sacubitril valsartan, mais ça ouvre la porte à le mettre finalement dès le départ, on est bien d'accord. Pour ce qui est des autres drogues, vous voyez que l'ivabradine ne change pas et on voit l'entrée du vericiguat qui arrive pour les patients en stade 3-4 de la NYHA qui sont en aggravation de l'insuffisance cardiaque, donc reste à définir ce qu'on appelle aggravation de l'insuffisance cardiaque, en association aux autres traitements. Et là, la classe, donc le niveau de recommandation, c'est 2B et le niveau de preuve, c'est B. Donc 2BB, vous voyez, on peut quand même, c'est une maybe considered avec un niveau de preuve B. Les autres drogues, donc, on l'a vu le vericiguat, il y a aussi l'omecamtiv mecarbil qui n'a pas pu être encore mis en licence, mais ils en parlent un petit peu, ils en ont parlé, que c'était probablement à venir, mais ils attendent plus d'essais qui sont en cours. Pour le mid-range, ça c'est aussi une nouveauté, il y a une apparition, donc les mid-range, c'est de 40 à 50%. Donc, le mid-range à 40 à 49 exactement fait son apparition. Donc, les diurétiques sont en classe 1 et en niveau C. Donc, ça va faire sourire Jean-Michel. On s'en doutait un petit peu dans notre pratique. Mais vous voyez qu'elle arrive quand même en 2B. Les autres traitements, même si le niveau de preuve est faible, ont été classés en 2B. Et donc, avec ces recommandations de mid-range qui peut être considérées, et on va voir bien sûr qu'il va falloir identifier l'étiologie, rechercher l'étiologie. Ça, c'est probablement intéressant pour ces patients qui améliorent leur FEVG ou des cardiopathie ischémique, vous voyez, qui fluctuent, parce qu'on sait quand même que la fraction d'éjection change dans le temps, d'une part en fonction des conditions de charge, mais en fonction de l'évolution de la cardiopathie, bien sûr, et des évolutions thérapeutiques. Donc ça, c'est nouveau. Et puis, donc, comme je vous l'ai remis cette diapo, c'est aussi, il va falloir mettre ces traitements avant la sortie. Autre chose qui fait son apparition, c'est dans la prise en charge de ces patients avec insuffisance cardiaque à FEVG préservée, c'est aller chercher l'étiologie de la cardiopathie
d'aller chercher les comorbidités, et notamment chez les patients en FPF. Vous voyez, c'est un niveau 1C, donc c'est important. Et je pense particulièrement, bien sûr, à une pathologie dans l'FPF qui est l'amylose. Et on l'a vu que l'amylose avait plombé pas mal d'essais cliniques, dont probablement Paragon. Hein, c'est mis dans la conclusion, dans la discussion de l'essai. Et donc, il y a vraiment, c'est important d'aller le chercher. Et il y a un consensus paper que vous pouvez télécharger qui a été publié au mois de juin sur justement la prise en charge des amyloses. Donc là, en juin, beaucoup d'actualités dans l'insuffisance cardiaque et les cardiomyopathies. Bien sûr, je ne vous traiterai que de l'insuffisance cardiaque, mais allez le voir parce que ça aide aussi à se donner une idée vraiment sur la prise en charge de ces cardiomyopathies amyloïdes. Sur la FA, on parle des NACO qui, bien sûr, font leur entrée en classe 1 avec certains critères, mais une prise en charge importante des NACO qui étaient en 2A avant, et là qui passent en 1 pour l'anticoagulation de la FA. Pour les JLT2, je vous ai remis, hein, vous voyez, c'est 1A et c'est recommandé en fait chez les patients donc, pour prévenir la survenue d'événements secondaires à titre de hospitalisation, etc., dans les FREF. Et donc, je vous ai remis les niveaux de preuve. Pour l'anémie et la carence martiale, il est recommandé en 1C de faire les tests, hein, ferritine et coefficient de saturation. Le ferricarboxymaltose est en 2AA. De même, donc, chez les patients à FEVG inférieur à 45, et ça s'étend donc même chez les patients inférieurs à 50% en 2AB. Alors, il y a une question que je me pose, je n'ai pas vu, est-ce qu'ils ont mis l'étude AFIRM-HF aussi dedans ou pas dans la discussion? Elle était déjà publiée, mais je ne sais pas s'ils en ont tenu compte pour ces recommandations. Et vous voyez, ça should be considered, donc il faut le faire avec un niveau quand même de A pour diminuer leur hospitalisation. Donc, il faut traiter nos patients, dépister la carence partielle, il n'y a aucun doute, il faut les traiter par carboxymaltose ferrique. Et donc, c'est aussi une évolution importante des guidelines, puisqu'on parlait surtout du dépistage auparavant. Nouvelle recommandation aussi sur les cancers, donc la cardio-onco qui rentre en ligne de considération dans ces guidelines. Là, on voit vraiment le champ aussi de tout ce qui a été créé par tout le monde hein, dans ces parcours de soins atypiques sur les cardiopathies, on va dire, ou pas atypiques, mais qui font partie de la prise en charge finalement de notre cardiologue. Donc la cardio-onco, où il est parlé donc de cardiotoxicité, de dépistage en 1C, des cardiotoxicités, mais aussi du traitement de ces patients par IEC et bêta-bloquants avec un 2AB. Et d'aller évaluer bien sûr les facteurs de risque cardiovasculaire chez les patients qui présentent un cancer. Nouvelle reco qui me fait très plaisir, évidemment, c'est le tafamidis aussi hein, qui rentre dans les guidelines de l'insuffisance cardiaque. Donc là, vous voyez, on parle de cardiomyopathie amyloïde, mais ça rentre dans les guidelines. Et le niveau de classe est de 1, hein, donc c'est vraiment important. Il faut traiter ces patients par tafamidis, à la fois dans l'amylose à transthyrétine sénile ou dans l'amylose à transthyrétine héréditaire, et pour améliorer la mortalité et les hospitalisations. Donc, c'est l'étude ATTRACT. Hein. Le niveau, la niveau de preuve, c'est B, puisqu'il n'y a qu'une seule étude publiée avec le tafamidis en randomisé, bien sûr, dans ce contexte de maladie rare. Donc, vous voyez, ce qui est nouveau, en fait, dans les guidelines, c'est une simplification quand même de l'algorithme, qui finalement, peut-être à terme, dans nos pratiques, on va en discuter. On nous laisse un peu le choix IEC, sacubitril, valsartan, mais je pense que les choses vont aller sûrement en pratique pour aller vite hein, et mettre le traitement efficace, mais on peut discuter de est-ce qu'il y a suffisamment de preuves pour mettre le sacubitril valsartan, bien sûr les bêta-bloquants, bien sûr les anti-aldostérone et les IGLT2 qui rentrent aussi en force, et notamment le premier qui est remboursé en France actuellement dans l'insuffisance cardiaque et encore chez les patients diabétiques, mais on attend la possibilité d'avoir un remboursement dans l'insuffisance cardiaque seule hein, au mois de septembre, ça va être les IGLT2 et on va les rentrer en force. Et puis en plus, là, si on les met effectivement avant la sortie d'hospitalisation, on va pouvoir effectivement faire bénéficier du patient en full dose puisque c'est qu'un comprimé et je crois que c'est vraiment un traitement qui va changer la donne en fait dans nos pratiques par son effet sur la glycosurie. Donc, il y a du nouveau sur la recommandation de l'MRF, hein, vous avez vu, où on peut commencer à traiter des patients. Alors, ce qu'on faisait en pratique finalement, mais le niveau de preuve est discutable. Hein, personnellement, je trouve qu'ils ont été un peu généreux. Mais bon, d'un autre côté, il faut bien traiter ces patients et les regarder sans rien faire, c'est vraiment effectivement difficile. Il y a des classifications qui changent dans l'insuffisance cardiaque aiguë, mais vous voyez, on ne peut pas aller dans le détail, il faudra lire l'article. Et puis, il y a des traitements, effectivement, des algorithmes qui vont être basés sur des phénotypes, sur le QRS encore, sur l'étiologie ischémique, non ischémique, où il va y avoir des choses sur les défibrillateurs et autres que je n'ai pas pu traiter, faute d'avoir le papier avec tous les détails. Et on l'espère bientôt. Et puis la venue des comorbidités avec la carence martiale là, qui avance, et puis bien sûr le cancer,
et les amyloses avec les autres cardiomyopathies. Alors, je voulais vous remercier. Je voulais remercier aussi tous les infirmiers qui sont en train de se former et qui vont voir ces guidelines arriver. Donc, je voulais les déstresser parce qu'il y a des infirmiers de protocole de coopération dans toute la France. Il y en a plus de 45. Il y a plein d'IPA qui sont en train d'arriver. Et pour eux, ça va être un choc de voir ces recommandations arriver parce que ça va changer, bien sûr, leur pratique comme nous. Mais je voulais leur dire de ne pas s'affoler parce que de toute façon, nous, les guidelines, évidemment, on les suit, mais on met des années à les appliquer. Et donc, il ne faut pas qu'ils se mettent la rate au courbouillon. On va les laisser digérer ça, avoir déjà la publication, et on va pouvoir travailler avec eux pour définir des nouveaux algorithmes, les appliquer et mettre en place ces guidelines. Donc là, je vous ai montré des C6 et des infirmiers qui ne sont pas de Mondor, mais qui sont d'autres centres. Et il y en a dans toute la France maintenant qui commencent à s'installer, hein, IPA, protocole de coopération. Et je crois que l'infirmier va avoir une place privilégiée. Et j'ai hâte de lire ces guidelines pour voir justement ce qu'ils disent sur cette collaboration entre infirmiers et médecins, parce que c'est vraiment un moyen de pouvoir améliorer la prise en charge des patients. Hein. La démographie médicale est en chute complète et totale, donc il va falloir qu'on s'aide. Hein. Bon, voilà, on ne peut pas faire grand-chose pour avoir plus de médecins. On a essayé, voilà. Donc maintenant, il y a le transfert de compétences. Je crois qu'on est tous en train de monter ce transfert de compétences et on voit aussi dans l'intérêt de la télésurveillance. Et ce qui manque, je n'ai pas pu vous montrer, faute d'avoir le papier, c'est l'implication des paramédicaux, c'est la télésurveillance aussi, qu'est-ce qu'ils disent sur les prises en charge également non classiques, on va dire, non conventionnelles des compensations. On sait que dans plein de pays, il y a des hôpitaux de jour, il y a de l'HAD, il y a Jean-Michel qui fait des choses exceptionnelles à Toulon sur l'HAD, etc. Et donc, j'aimerais bien savoir ce qu'ils en disent de tout ça pour nous appuyer, pour faire bouger nos institutions. Et évidemment, on manque sûrement encore d'études, mais au moins, j'espère que ça y sera. Mais en tout cas, ça n'a pas été détaillé. Du moins, je n'ai pas vu de choses détaillées dessus. Je n'ai pas pu suivre, évidemment, tout le congrès, vous en doutez. Mais voilà, donc j'ai fini mon topo et je vous remercie vraiment de m'avoir permis de présenter des guidelines non publiées à nos collègues du CNCH. Merci beaucoup, Walid et Jean-Michel. Merci, à toi. merci beaucoup. J'ai une question et après je laisserai la deuxième question à Jean-Michel. Pour moi, ce n'était pas très clair parce que ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux là aujourd'hui qui disait le sacubitril valsartan ne gagne pas la bataille de la première intention. C'est là que ça… Or, ce n'est pas la manière dont tu nous le présentes aujourd'hui. Moi, ce n'est pas la manière dont je le présente et que je le vois. Parce qu'à partir du moment où tu le mets dans la case en haut et tu mets IEC /, enfin, tu nous connais, quoi. Ouais, donc, effectivement, il n'est pas en 1A, mais c'est pas si loin, quoi. Donc, effectivement, il manque de recos, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi. Enfin, voilà. Enfin, moi c'est mon impression, hein, c'est comment je vois les choses. Effectivement, il ne pourra jamais avoir un niveau de preuve, un niveau de recommandation idem, mais regardez encore la slide, quoi. C'est pas, tu vois, ces niveaux qui arrivent les uns après les autres. Donc, en fait, ils se sont retrouvés un peu piégés, je pense. C'est pas facile de faire une analyse hein, avec des pays hétérogènes, etc. Mais je crois que le message est discharge, quoi. On commence tout à la décharge. Je ne sais pas comment vous le voyez, vous, hein, mais comment vous le comprenez. On a des visions différentes. Mais le mettre sur la même ligne, c'est pas pareil. Enfin, pour moi, c'est pas pareil. Donc, ouais. Oui, moi, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait un peu à l'américaine. C'est-à-dire qu'on met les premiers traitements tous ensemble. Après, on ne dit pas qu'il faut mettre l'autre, débrouillez-vous. Ouais, bah voilà, ouais. Mais après, voilà. Je pense que, enfin, moi, je le vois comme ça. Alors après, je ne sais pas si ça a tous les topos, etc. Ça. Mais regardez la diapo, c'est frappant. Hein. Mais tu verrais comment le traitement de sortie de notre insuffisant cardiaque qui serait arrivé pour une décompensation aiguë, à qui on a trouvé 25% de fraction d'éjection ou 30%. Comment aujourd'hui tu les fais sortir? Et quoi tu les fais sortir? Nous, pour l'instant, on va discuter de ces guidelines en équipe, hein, comment on fait et qu'est-ce qu'on fait. D'abord, on va attendre de voir le papier. Hein. Enfin, clairement, voilà. Parce qu'on doit effectivement aussi travailler avec les C6 et vraiment donner quelque chose de cohérent aux paramédicaux. Donc, la surcardiaque chronique connue, on va switcher de façon l'IEC ou la RA2 par l'Entresto, hein, et on va lui rajouter son SGLT2. Enfin, voilà. C'est le de novo, effectivement, qui pose problème, mais le de novo avant le 25, on a envie de sortir le paquet. Et c'est ce que donnent ces guidelines, en fait. C'est dites, sortez le paquet, quoi. Allez-y, perdez pas de temps. Et je crois que dans cette maladie, au vu de la désorganisation que va induire le parcours de soins, de l'augmentation de la démographie des patients, de la chute de la démographie médicale, on va y arriver. Donc, effectivement, c'est toujours pareil. Tu as 20% de nos multi-seekers qui vont passer, 60%, et puis 20% qui vont s'opposer. Mais le truc est parti, quoi. En faisant ça,
Enfin, à mon avis, moi, je le vois comme une porte ouverte à le faire. Mais, bon, après, on va voir avec les collègues, hein, mais je vais peut-être passer au bûcher, mais ouais, je pense que je serais tenté de le faire en première intention maintenant. Mais je le faisais pas. Personnellement, je le faisais pas avant en première intention. Ouais, et il y a une photo, alors que j'ai vu passer toujours sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre en fait, hein, qui était en fait un espèce de canevas pour pendant l'hospitalisation et juste après l'hospitalisation pour effectuer la titration. Est-ce que tu l'as vu passer celle-là? Non, moi, j'ai pas vu. Ouais. J'avoue que là, ces derniers jours, j'ai pas regardé les réseaux sociaux, je dois avouer. Et J'ai essayé de faire des slides, trouver un moyen de voir les slides et rester conventionnel, mais et j'ai pas pu tout voir, effectivement. Mais en fait, non, comme quoi, il faut regarder en les fait, réseaux sociaux. il y a des tableaux qui sont placés comme ça, Ouais, quoi, hein, qui sont ouais, placés, ouais, rien n'est ouais. publié. Mm, C'est vrai qu'il y a un tableau qu'on a vu, qui mm, fait partie de la présentation qui a été faite mm, à Chef, mm. et où ils disent bien, on met tout en même temps, et après, dont les Alors, SGLT2, ouais. C'est, à dont mon au avis, choix, ouais, IEC, et ouais, après, au titre, ouais. tous les 15 jours. Alors, je ne sais pas si tu l'as montré, celle-là. Une des premières slides, en fait. Mais je l'ai coupée parce qu'elle était assez large. Je peux vous la partager. Je pense que c'est ça. Avec les données violettes. Mais il y a tellement de trucs. Bon, je sais Alors, pas c'est si pas c'est celle que j'ai vue, très. ouais, c'est pas celle que j'ai vue. Ouais, c'est pas celle que tu as vue où tu as vu où Mais ça revient à les ça. quatre. Ouais, ça revient à ça. Ouais. Après, bon, Mais ils ont dû faire hein, ouais, des c'était différentes choses. typiquement sur le pré-discharge, c'est-à-dire enfin, hospitalisation et pré-discharge. Et donc, il y a une diapo hein, qui a été présentée et qui dit effectivement, vous mettez tout pendant l'hospitalisation, donc une vision très pragmatique, peu évidence médecine, mais très pragmatique, parce que dans la réalité, on fait à peu près tous la même chose. Et derrière, dont donc les SGLT2, Hmm. bien sûr. Et derrière, tous les 15 jours, on monte. Alors, on ne sait pas comment parce qu'on ne sera pas assez nombreux pour revoir tous les patients tous les 15 jours, mais on monte tous les 15 jours derrière. Mais au moins, c'est vrai qu'il y a un truc notable, c'est le côté très pragmatique et tu l'as bien montré dans ta présentation. T'en penses quoi de ce côté hyper, finalement, près du quotidien? C'est pas Ouais, tout à fait ouais. habituel. Non, c'est pas tout à fait habituel pour des recommandations. Moi, j'ai participé à celle de l'amylose, mais c'est hyper compliqué, surtout dans un système européen où personne n'a fait la même chose. Alors, particulièrement dans l'amylose, hein, où il y a le manque de preuves, mais là, c'est pareil dans l'insuffisance cardiaque. Mais ce que j'ai trouvé positif aussi, c'est quand même de mettre les choses, comme tu dis, du point de vue pragmatique. Ce que je vois, c'est la masse de patients qu'on va devoir gérer, le peu que l'on est. Si on ne trouve pas à un moment effectivement des recommandations qui soient pragmatiques et qui correspondent au terrain, on n'arrivera jamais à faire face. Donc, personnellement, nous, on a toujours été dans tout faire le maximum avant la sortie. Mm. Et bon, tu sais, nous, on fait aussi le pharyngèque, par exemple. Le patient Henri, il a une carence martiale. Bon, on le fait parce qu'après leur organiser le retour, on le fait hein, chez les patients en consultation, mais on ne peut pas faire tous les patients. Et Ouais. retester ou autre, finalement, le patient n'est pas retesté et du coup, il n'est pas injecté parce qu'il sort du truc. Donc, ça fait partie des choses. Voilà. Donc, je pense que nous, on va réfléchir avec l'équipe parce que c'est consensuel et il faut évidemment que tout le monde adhère une fois qu'on aura le document écrit. Et je pense, c'est fort probable qu'on attaquera rapidement, en fait, maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée? Alors, tu as vu, il n'y a pas grand-chose. Je crois. Là, ce qu'ils ont surtout précisé, c'est les étiologies. Mm. Et les grandes étiologies, bon, on a quelques études de prévalence, hein, comme l'étude espagnole faite par Pablo Garcia à Madrid, qui montre qu'il y a 13% d'amylose dans les FF du sujet âgé, hein, l'amylose clinique. Donc là, il y a vraiment une urgence à faire le diagnostic. Je pense que c'est bien de le préciser, ce diagnostic, parce qu'on a tendance effectivement depuis longtemps quand même à faire ce qui est dans les guidelines encore, mais il n'y a pas de preuve. Il n'y a aucune étude qui a démontré l'intérêt des IEC, des ARA2 ou même des bêta-bloquants, parce que senior, il y avait des FEVG préservés, hein, c'est ce qu'on a fait dans un papier aussi. Et en fait, dans toutes ces études, ça a foiré parce qu'il y avait des amyloses dedans. Enfin, c'est une évidence. Donc, traiter une amylose avec un IEC, un ARA2, peut-être que ça peut faire quelque chose, mais c'est quand même pas vraiment le mécanisme physiopathologique. Et traiter par bêta-bloquant, c'est une catastrophe. Donc, voilà. Donc, en faisant déjà le diagnostic étiologique, en allant chercher les amyloses, maintenant qu'il y a en plus un traitement, et c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis dans ces guidelines, tu vois, ils n'ont pas, enfin bon, il n'y a pas le guidelines de cardiomyopathie qui va arriver, mais ils l'ont mis dans les guidelines de l'FF finalement.
Alors, ils n'ont pas appelé ça FPF, puisqu'on a quand même un tiers de nos patients qui sont en FF dans le centre, des patients des amyloses qui sont dépistés. Donc, ouais, je crois que c'est l'avancée vraiment aussi de la compréhension que l'insuffisance cardiaque est un syndrome et qu'il faut aller quand même à l'étiologie et que cette FPF, alors ça c'est encore personnel, je n'ai pas lu les guidelines de la publication, mais l'FPF, qu'est-ce que c'est encore l'FPF? Moi je me pose toujours la question, je pense que Jean-Michel, tu es d'accord, en fait c'est une somme d'étiologie et si on ne va pas découper comme Descartes le recommande, d'aller jusque dans le détail pour aller chercher quelle est l'étiologie, on ne va toujours pas avancer en fait. Et il y a des FA, il y a de la BPCO, il y a de l'obésité, il y a du multifactoriel, il y a de l'amylose, et puis il y a je ne sais quelle pathologie qu'on ne connaît pas encore. Oui, tu as tout à fait raison. Hein. Un FPF avec 300 de créatinine, c'est pas la même chose qu'un FPF amylose, qui n'est pas la même chose qu'une FA chronique hyper ancienne. Donc, dans FPF, on met tellement de choses, même des valvulopathies, donc c'est vraiment compliqué. Voilà, où tu vois la flûte tricuspide voilà, donc, évoluer, bon, ouais, effectivement, c'est une FPF, mais le traitement ne va pas tout à fait être identique. Et pas altéré. Ouais. Il y a une question du docteur Céline Plaire sur le chat qui demande cet algorithme où on met tous les traitements en même temps ne risque-t-il pas d'être confusant en cas d'effacement indésirable éventuel? Et notamment, comment gérez-vous la survenue éventuelle d'une hyperkaliémie? Ça, pour nous, l'hyperkaliémie, c'est pas tellement nouveau, en fait, parce qu'on mettait toujours tout en même temps. De toute façon, on mettait, moi, personnellement, je pense que Jean-Michel aussi, et tous nos collègues, on mettait les IEC et les anti-aldo en même temps. Donc, ce qui va plutôt devoir être réfléchi, c'est effectivement l'association sacubitril/valsartan IGLT2 sur l'effet diurétique, en fait, ou sur l'effet, voilà, et sur l'adaptation de la dose de diurétique, et sur le risque d'hypovolémie, et peut-être que là, on risque peut-être de surdoser nos patients, en diurétique, quoi. Donc peut-être qu'on va les faire partir, ou il faudra effectivement de toute façon les revoir dans les 15 jours, dans l'idéal, mais c'est peut-être là le risque avec l'effet sacubitril/valsartan et IGLT2 qui sont tous les deux qui ont un effet pro-diurétique finalement chez nos patients. Mais l'hyperkaliémie, pour moi, n'est pas un problème. D'ailleurs, Thibaut, c'est finalement la vraie nouveauté, c'est les SGLT2. Donc, qu'est-ce que tu en penses de cette entrée d'une nouvelle classe, entrée fracassante? Entrée fracassante et peut-être inattendue d'ailleurs. Tu vois, les réactions là, du chat, effectivement, est-ce qu'on n'en fait pas trop sur le GLT2? Alors, quand on voit il y a vraiment un effet classe. On voit toutes les études qui arrivent, Empereur, Soliste, voilà, la DAPA, l'AMPA, enfin bref. Elles sont toutes concordantes quasiment. Ce n'est pas forcément exactement les mêmes patients, mais elles sont toutes concordantes sur le bénéfice de mortalité et de hospitalisation. Donc, oui, c'est une nouvelle classe, quoi. Enfin, c'est une nouvelle classe et il faut la mettre, quoi. Enfin, il n'y a pas à hésiter. Je veux dire, on est là face à une maladie mortelle. Non, on n'en fait pas trop. Je ne pense pas. Et il y a suffisamment d'études maintenant qui vont dans le même sens pour qu'il n'y ait pas de doute à leur prescription. Alors, la chose est effectivement, est-ce qu'on a validé suffisamment l'adjonction de sacubitril/valsartan et de dapagliflozin, entre autres, des GLT2? Là, effectivement, dans toutes ces études, il y avait quand même pas énormément de patients parce que le sacubitril/valsartan n'était pas encore mis systématiquement. Donc là, c'est vrai que le niveau de preuve de cette association sacubitril/valsartan et GLT2 manque probablement. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On refait une étude, on attend. Maintenant qu'elle est à disposition, elle diminue la mortalité et l'hospitalisation de 20% à peu près de manière homogène. Ça va être impossible de ne pas résister à la prescription quand même, enfin, pour nos patients. Ouais. Quelque part, il y a une petite logique à se dire qu'on met un ISGLT2 très tôt pour économiser finalement la dose de furosémide, mais sans pouvoir totalement maîtriser par des études l'association ARNI, ISGLT2, le furo, les MERA qu'on a mis, on a tout mis en même temps. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est pas évident, mais il y a une logique. Hein. Oui, non, mais il faudrait faire effectivement des études de vie courantes pour voir ce qui se passe, parce qu'évidemment, les essais sont aussi différents en vraie vie, mais de voir effectivement ce qui va se passer à cette petite ration. D'un autre côté, il y a une telle inertie et ça fait tellement d'années qu'on essaie de titrer nos patients
correctement et on n'y arrive pas, là, peut-être qu'il y a la possibilité d'aller plus vite dans l'infiltration. Et il y a quand même un enjeu chez notamment les patients de novo d'aller vite pour les améliorer. Donc, moi, ça me choque pas, mais effectivement, c'est toujours l'innovation thérapeutique. Donc, il faut aussi qu'on maîtrise cet aspect. Et il y a maîtriser l'aspect des GLT2, de l'effet hypoglycémiant, notamment chez les diabétiques et autres. Là, il manque encore peut-être de connaissances et on va tous se faire la main, progressivement. Est-ce que il y a plusieurs questions dans le chat, c'est difficile de choisir. D'abord, peut-être des recettes simples. Est-ce qu'après ces recommandations, aujourd'hui, si tu as un patient sous IEC, tu le switches sans aucun doute? C'est-à-dire, jusque-là, tu ne l'avais pas Ouais. switché pour une raison ou pour une autre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dis… Oui, si le patient est en classe, au-delà de la classe 1, donc en classe 2-3, on le switch. Mais c'est très rare qu'un patient, quand tu l'interroges bien, ne soit pas en classe 2 quand il est insuffisant cardiaque. En fait, donc, il faut aller le chercher. Et moi, je le switch sans aucune arrière-pensée. On a vu le bénéfice d'Entresto. Enfin, je veux dire, en plus, ce qui était intéressant dans l'Entresto, dans le sacubitril valsartan, c'est que les patients nous disent, quoi. Je sens moins la pression, je me sens moins essoufflé. Enfin, ils en témoignent, en fait. C'est quand même rare comme médicament où les patients disent qu'ils sont améliorés. C'est-à-dire, quand on met les bêta-bloquants, enfin, bon, c'est peut-être pas la preuve, parce que à l'opposé, les bêta-bloquants, au début, ça peut être chaud et dur pour les patients, puis après, évidemment, on voit le bénéfice à long terme. Mais moi, je ne verrais pas, enfin, je ne sais même plus quelle est la question, Walid, excuse-moi. C'est la fatigue du soir, mais voilà, moi, je ne le verrais pas comme limite, en fait. Deuxième question très pratique, c'est par rapport à la supplémentation martiale. C'est quoi la recette que vous utilisez tous les deux? C'est-à-dire, vous l'évaluez tous les combien? Vous faites donc une ferritine, une hémoglobine, mais vous le faites… est-ce que voilà, vous le faites avec une certaine régularité? Lorsque vous l'avez supplémenté, vous le refaites quand? Tu veux répondre, Jean-Michel? Nous, c'est assez stéréotypé. Alors, un patient hospitalisé, ça fait partie du bilan standard. Quelqu'un qui vient à l'hôpital pour une décompensation, vraiment, ça fait partie du bilan standard. À partir de là, s'il est supplémenté, la plupart du temps, la supplémentation se fait en hôpital de jour. Et nous, on a un système qui fait que l'hospitalisation est très courte et donc on préfère morceler des toutes petites hospitalisations plutôt qu'une longue hospitalisation. Et après, le contrôle, on le fait à 6 mois. Voilà, c'est préétabli. Et ensuite, le suivi, c'est annuel. Okay. Voilà, je ne sais pas, Thibaut, si tu as une autre façon. Voilà, nous, on l'a mis dans le bilan systématique, effectivement, de l'entrée. Parce que de toute façon, c'est le seul moyen en fait, de ne pas zapper, quoi. C'est pour ça que du coup, on les traite quand ils sont là. Et après, on l'a mis dans le bilan systématique qui est fait à chaque consultation, en fait. Donc, suivant la sévérité des patients, les très sévères, on va les voir tous les 6 mois, donc ils se tapent le bilan tous les 6 mois. Les moins sévères, on les voit tous les ans. Et puis, ça fait partie du bilan aussi des infirmiers de la coordination. Notre souci, c'est probablement donc après, on a tout un HDJ qui est aussi qui voit les patients. On a un algorithme qui est sur la feuille de prescription pour bien guider les cliniciens sur les 2 injections ou l'injection. Parce qu'il y a aussi ce problème, souvent les patients bénéficient d'une seule injection dans les parcours. Donc là, on a bien cadré les rendez-vous sur la première et la deuxième, et c'est clair, expliquer aux patients directement en consultation. Là où on est moins bon, c'est qu'effectivement, des patients qu'on ne va pas forcément suivre chez nous ou qu'on peut avoir en décompensation et qui seront envoyés après à leur cardiologue, on perd le fil du contrôle et on voit que notre parcours de soins est un peu désorganisé là-dessus. C'est que le fait que l'injection puisse se faire qu'à l'hôpital, alors maintenant ça peut se faire en HAD, mais c'est compliqué à organiser en fait pour l'instant. C'est encore un truc qu'on doit améliorer. Je pense que Jean-Michel, toi, tu as trouvé des solutions. Mais on voit qu'effectivement, il y a toujours ce problème de parcours de soins, de coordination, etc. Donc, on a toujours les patients privilégiés qui rentrent dans notre C6, dans notre cellule experte gérée par les infirmiers qui sont là. Ils ont le package, ils sont super bien équilibrés. Puis, il y a tous ceux qui gravitent autour où là, ça reste plus flou, quoi. Tu vois, Jean-Michel, on a les mêmes problématiques. Ouais, on a les mêmes problématiques, pareil. Vous n'avez pas réussi encore à lancer des HAD, de faire inject Alors, nous, on n'a pas forcément les besoins. Alors, c'est vrai que notre HAD n'est pas demandeuse du tout de faire du inject pour des raisons de gestion du risque, en fait. Même si le risque est très faible, le risque d'allergie est extrêmement faible. Malgré tout, il n'y a pas un médecin sur place dans la réalité. Il n'y a qu'une infirmière.
Et comme de toute façon, on a un hôpital de jour qui fonctionne aussi très très bien et qui est extrêmement réactif et bien organisé, finalement, le besoin se fait pas sentir tant que ça. Ouais. Ça, c'est Mais il y enfin, a des achats de bleus. Oui. ce que je vois, c'est le parcours de soins, l'organisation, quoi. Comment le cardiologue libéral, alors là, on est sur des cardiologues, évidemment, on est tous hospitaliers, mais on voit bien quand même qu'il y a une certaine inertie. Et je le vois aussi pour mes patients qui ont une amylose, certains viennent de toute la France, ou bref. Et après, quand ils ont la carence martiale, c'est hyper compliqué, en fait, hein, d'organiser les choses. Et je les revois souvent tous les ans. Je demande à ce qu'il y ait du fer inject, et en fait, c'est pas fait. Tu vois, je renvoie au cardiologue, etc. et c'est pas fait. Parce que les cardiologues ne savent pas où orienter les patients. Et c'est encore un problème de la visibilité de cette filière au niveau national, où on n'est pas, à décharge aussi, hein, on n'est pas assez visible en fait sur tous les professionnels et sur les patients. Donc on milite beaucoup sur l'optimisation de tout ça, je ne vais pas faire optimiser Jean-Michel, mais il faut essayer de faire avancer, quoi, qu'on ait un plan cœur et qu'on soit supporté et aidé par nos institutions, hein, qu'on soit dans le privé, dans le public, etc. Mais que cette filière, quand on voit tout ce qui est fait partout, quoi, que ça soit valorisé et que les patients puissent s'y retrouver, aussi bien dans des cardiologues de ville qui se spécialisent dans la science cardiaque et qui aiment ça, que les filières. Ça, c'est un enjeu majeur d'organisation qui vont bien au-delà des guidelines, bien sûr, mais qu'il faut vraiment avancer tous ensemble, quoi. C'est pouvoir identifier, voilà, donc vous savez au CNCH qui travaille, mais est-ce que le généraliste du coin sait que vous êtes là? Est-ce que les patients savent que vous êtes là? Et moi, je le constate en permanence. Je vois des patients en insuffisance cardiaque qui arrivent au CHIC, qui est l'hôpital à 500 mètres de chez nous. Il n'y a pas de cardiologie, ils sont en insuffisance cardiaque et puis voilà, quoi. Et donc, ils ne rentrent pas dans la filière de soins. Mais ça, c'est un enjeu, hein. Donc, on voit bien effectivement ça va être important justement de tout mettre avant la discharge pour au moins travailler avec cela, mais après, il faut falloir les intégrer dans un parcours de soins et le développement de tout ce qui est fait sur les infirmiers qui sortent un peu du lit, quoi, pour aller vers la coordination va être capital pour améliorer tout ça. Justement, on arrive à la fin du webinaire et je te remercie de tout ce que tu nous as dit sur ces recommandations qui vont impacter la pratique et on attend bien sûr la publication. Explique-nous ce réseau paramédical et comment tu vois, je veux dire, si tu avais une boule de cristal et si tu avais tous les moyens, qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit développé dans les 10 prochaines années? Si tu devais rencontrer le président, tu lui dirais quoi? Alors, je vais le rencontrer. Minute, hein, j'essaye. Hein. Non, Michel, j'essaye voilà, pour vous, hein, enfin pour nos patients surtout. Non, mais c'est une décision institutionnelle quand même. Hein. Il y a une chanson pour ça. Ouais, les médecins deviennent. On a été. Bon, bref, il n'y a plus de médecins. Enfin, moi, je vis le désert médical hein, au bas de chez moi. Hein. Enfin, je pense que c'est partout pareil en France. C'est une volonté politique quand même. Hein. Donc, ils ont voulu faire ce transfert de compétences. Donc, maintenant qu'on est dans le transfert de compétences, eh ben, il faut y aller, quoi. Il faut qu'ils nous aident, quoi. Et donc, effectivement, moi, je vois maintenant que je travaille avec, je vais avoir bientôt un 4e infirmier hein, pour la coordination de ces patients sévères avec qui font la titration, la télésurveillance, l'HAD, un module gériatrique et des consultations urgentes pour reprendre les patients qui décompensent si la ville ne peut pas répondre. Moi, ça a complètement changé ma donne. C'est-à-dire que je ne vois pas comment travailler sur ces infirmiers, sans ces infirmiers et la qualité de la prise en charge, mais c'est hallucinant. Donc, on transfère les compétences au domicile. On travaille avec les infirmiers de ville et les médecins de ville. Mais la pratique, en fait, c'est vrai que là, on est parti sur des patients très sévères, hospitalisés. On a des patients très sévères. 80% de nos patients sont très sévères. Hein. Mais ce qu'il faut, c'est avancer sur une graduation de la sévérité entre la ville et l'hôpital, que les patients sévères soient gérés à l'hôpital par ces C6 ou le nom que vous voulez sévère, avec évidemment des infirmiers qui coordonnent, qui gèrent tout ça, et qu'en ville, il y a des mêmes structures avec des cardiologues qui travaillent avec des infirmiers, pas forcément dans le même cabinet, mais qui travaillent ensemble, qui font la télésurveillance ensemble sur des patients plus légers. Et je vois que ces deux systèmes puissent correspondre, c'est-à-dire qu'un patient qui est stabilisé à l'hôpital, qui va bien, qui n'a pas fait d'alerte, qui puisse basculer sur l'autre. Le patient qui ne va pas bien dans la C6 de ville ou le nom que vous voulez, il puisse basculer dans l'hôpital du coin et mailler le territoire comme ça avec des différents hôpitaux, vous voyez, en fonction des régions qui font, etc. Et puis après, c'est l'évolution de l'hôpital conventionnel. Je le vois, moi, sur des hôpitaux de jour où on peut faire des diurétiques IV, comme en Espagne, au Québec ou autre. On injecte les patients qui sont en proximité,
qui peuvent revenir et puis ils partent s'ils ont une diurèse. Et puis des HAD, hein, on avait lancé avec Jean-Michel et Jean-Michel a vraiment poursuivi. Nous, on a eu des soucis d'essoufflement avec tous les projets qu'on menait, mais l'HAD, c'est absolument génial, là, des prises de diurétiques VSE en HAD, mais les patients, ils veulent plus revenir à l'hôpital. Donc, mais il faut que le système de financement, alors ouais, je vais vous en parler pendant 1 heure, hein, mais le système de financement évolue pour nous permettre ça, en fait, pour nous permettre cette transformation de l'hôpital qui doit plus être que des lits, mais il faut du personnel pour coordonner, et ça coûte cher et ça prend beaucoup de temps pour la qualité de vie des patients, pour leur survie et pour la titration, la télésurveillance. Et là, on est dans une ère où il ne faut pas se rater, quoi. Il faut qu'on aille tous ensemble. Et là, on voit tous ces infirmiers arriver. Donc, il y a les infirmiers de protocole de coopération qui donnent un cadre. Il y a les IPA, les infirmières de pratique avancée aussi, qui font un peu la même chose. C'est un petit peu différent parce qu'elles ont un champ beaucoup plus large d'action, mais elles ne sont pas censées faire des patients non stables. Alors, se pose la question de est-ce qu'elles peuvent faire de la télésurveillance ou gérer, voilà. Bon, après, c'est des choses, voilà, chacun s'organise en fonction de ce qu'il a pu recruter et c'est très bien. Mais on voit, je pense, Jean-Michel, tu es d'accord, l'avenir, il est à ces infirmiers qui travaillent avec des cardiologues de manière interdisciplinaire. Bien sûr, l'aspect gériatrique est primordial, les pharmaciens, mais on est vraiment dans un développement, une ouverture, et il ne faut pas qu'on se rate et qu'on aille tous ensemble dans le même plan. Et là où ça va pêcher, c'est le financement au parcours de soins. Et il y a urgence vraiment à travailler ensemble pour que ça soit une réussite et que ça ne devienne pas un truc qui me soucie beaucoup, c'est que la gestion du patient en insuffisance cardiaque coûte aux hôpitaux et ne soit plus intéressant pour les hôpitaux. Et là, si on arrive à ça, bah, on ne va plus avoir nos infirmiers, on ne va plus avoir nos postes, on ne va plus avoir nos lits, dans le privé comme dans le public, et ça risque d'être une catastrophe pour les patients. Je dis bien ce qu'il nous faut. Voilà. Bon, j'arrête, Walid, et Jean-Michel, je vois que fallait pas me lancer. Fallait pas me lancer. Mais non, mais il y a urgence, quoi. Il y a urgence, quoi. Non, mais c'est génial de finir avec ce message, etc. Merci à vous deux. Merci Thibaut de nous avoir fait l'honneur et le plaisir de nous présenter en exclusivité ces recommandations. Merci Jean-Michel en ces temps d'expérience dans les sciences cardiaques. C'était super d'être là, vraiment. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire du CNCH que vous allez retrouver demain sur notre site et vous allez retrouver sur Cardio Online et vous allez le retrouver également sur les différents réseaux sociaux. Et puis à très bientôt sur la chaîne du CNCH. Bye bye à tous. Bye. Merci. Bonne soirée.